Bienvenue à toutes et à tous pour ce premier webinaire de l'année au sein du Club immobilier de l'Arseg. Premier webinaire à distance, toujours depuis le mode Covid, sans masque et j'espère bientôt en présentiel comme nous le souhaitons tous. Alors pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet qui nous passionne tous et qui sera véritablement la conclusion de ce rythme de mix immobilier où on aura tout vu, tout approfondi, je souhaite d'abord me présenter. Je suis Julien Fouché, je suis directeur immobilier pour le groupe UP. Donc, c'est prestation de services en chèque déjeuner, en chèque culture. Et je gère une vingtaine de sites avec mon équipe. Je suis également membre du CODIR de l'Arseg et j'ai la chance d'être pilote du club immobilier. Club dont vous pouvez voir les membres actuellement et qui vont aborder ce sujet dans quelques minutes, une fois que tout le monde se sera présenté. Honneur aux dames. Diane. Je te laisse te présenter. Donc Diane de Pompignan, et au sein de la société Coverse, je pilote l'ensemble des activités de conseil en immobilier. Oui, moi je suis Stéphanie aux enfants, je suis la directrice générale de Multibureau, qui est un opérateur de coworking et de bureaux flexibles. Nous avons 23 espaces en France, en Belgique et en Suisse, et on est un membre assez ancien de l'Arseg aussi. Bonsoir, donc moi Bruno Devers, donc j'ai quitté en fin d'année le groupe CGG au sein duquel j'ai été pendant les 4 dernières années directeur immobilier et services généraux, et je viens de rejoindre mi-février le groupe Egis en qualité de directeur immobilier et services généraux. Donc groupe Egis qui est un groupe d'engineering dans le domaine des infrastructures, donc de bâtiments, de voies ferrées, ponts, autoroutes, également dans l'exploitation, et dans lequel un groupe de 16 000 personnes implantés un peu partout dans le monde, avec pas mal des sites un peu partout. Bonjour à tous, moi c'est Samy Chadel, je suis coordinateur des services généraux au sein de la société Idemia, donc je gère un site basé à la Défense, donc un petit IGH de 11 étages. Et je suis nouveau dans le club IMO. Tout à fait, et bienvenue à toi Samy. Bienvenue à tous et à toutes encore, puisque nous sommes plus de 60 inscrits pour ce webinaire. Et dans cette heure qui va passer, nous allons aborder cette dernière partie de notre mix immobilier, de notre sujet que nous traitons depuis 2021 maintenant, sur les différentes solutions immobilières qui existent, qui sont à votre disposition en tant que directeur immobilier ou directeur environnement de travail, et qui nous amène à avoir un panel de solutions, tout simplement, permettant de répondre aux défis qu'on connaît tous, la réduction de surface, la flexibilité des engagements, la flexibilité des baux, la tendance à venir, et également les nouveaux défis qui sont post-Covid, diront certains, mais qui émergeaient déjà, comme l'hybridation du travail, qui est en lien avec le télétravail, la concurrence des talents, au niveau global et aussi au niveau local, que vous pouvez connaître aussi sur certains de vos sites en région, tout simplement. Et puis, vous présenter des solutions immobilières qui permettent également de rendre plus agile votre évolution sur votre activité, sur l'activité de votre entreprise, de votre direction générale. Lui apporter une réponse qui permet d'ajuster ce deuxième coût, car l'immobilier est un deuxième coût de dépense, par rapport à la croissance, à la décroissance, à la reprise de l'entreprise qui vous emploie et pour lequel vous êtes attaché. On parle de tendance lourde, on parle de tendance de fond. On va parler aussi très concrètement d'aménagement. C'est une solution, on la connaît tous, le flex office. Mais on souhaite aborder avec vous d'autres solutions, avec une approche juridique que vous pouvez comprendre, des approches un peu plus techniques, certes, mais toujours dans cette logique de pédagogie et sur lesquelles nous pourrons essayer d'échanger, bien sûr. Justement, Diane et Stéphanie vous apporteront un éclairage chiffré, objectif, quantitatif et qualitatif des solutions par rapport à leur business, par rapport à ce qui existe sur le marché. Nous, avec Samy et Bruno, nous vous donnerons notre ressenti, notre retour d'expérience sur nos échecs et ce qu'on a dû vivre là-dessus. L'échange se veut professionnel mais interactif. Vous avez un chat sur le côté droit. N'hésitez pas à utiliser. Nous aborderons les questions au fur et à mesure de la présentation, et s'il y a des questions qui relèvent d'une réflexion plus profonde ou qui doivent être
beaucoup plus approfondi là-dessus. Nous verrons peut-être ça à la fin. En tout cas, n'hésitez pas. On peut commencer et je laisse encore une fois la parole à Diane. À toi, Diane. Merci beaucoup, Julien. Donc, ce que je vous propose, effectivement, de commencer par quelques chiffres pour poser le débat, parce qu'effectivement, la flexibilité, on peut la rencontrer à différents niveaux, que ce soit au niveau de l'aménagement, au niveau de l'immobilier. Par contre, ce qui est certain, c'est que les changements de comportement qu'on a vus émerger au moment de Covid et de la crise sanitaire sont réellement durables. Donc, on a mis sur le papier que vous avez sur le tableau quelques chiffres pour un peu marquer les esprits. On avait fait cet exercice d'avril à novembre 2021 pour voir quel était l'équilibre entre travail à la maison versus travail sur site qui était souhaité par les collaborateurs. Et c'est une statistique européenne. Et vous voyez qu'au cours des mois, et j'allais dire nonobstant les formes diverses et variées des confinements que nous avons pu avoir, cette stabilité, elle commence à être assez certaine, voilà, autour de 33% qui souhaitent vraiment, dans l'équilibre de temps, d'avoir à peu près 1 jour à 2 jours de temps de travail à la maison. Autre sujet qui ressort, si on pose la question, et toutes les statistiques que vous voyez sont tirées des statistiques de l'utilisation de notre outil Colliers Workplace Expert, qui nous permet avec le client de dialoguer et de commencer un premier échange sur c'est quoi les axes un peu qu'il souhaiterait avoir dans un nouvel aménagement, d'un nouveau projet immobilier. Donc, première statistique sur des comportements qui évoluent sur « oui, je vais travailler à la maison ». Et deuxième statistique, si on demande aux chefs d'entreprise quels sont les 3 objectifs majeurs que vous avez concernant l'organisation des espaces de travail de votre entreprise, comme ce que vous voyez à l'écran, c'est la flexibilité qui arrive en premier lieu, bien avant la réduction des coûts, la collaboration entre les équipes, le bien-être ou la productivité. Ce sont des sujets qui sont importants, mais quelque part qui sont secondaires, le sujet étant de répondre à cet inconnu qui désormais fait partie de notre tableau immobilier depuis que l'ère covidienne depuis que nous sommes en mode post-Covid. J'ai une question, une remarque, Diane. Il faut bien comprendre, quand on parle de flexibilité, ça veut dire qu'on va aussi dans le sens de l'entreprise un peu plus agile qui s'adapte plus facilement à son contexte, c'est ça? Alors là, la question, elle était vraiment sur les espaces de travail de votre entreprise. Donc effectivement, de toute façon, dès qu'on parle de l'immobilier, dès qu'on parle de l'aménagement du travail, en fait, tout ça, ça incarne une stratégie d'entreprise. Donc, et on verra tout à l'heure, de fait, on ne peut pas penser à un immobilier complètement flexible si on n'a pas repensé l'organisation. Et on pourra préciser ce point-là tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, un commentaire utilisateur, c'est ce qu'on voit dans le plus d'entreprises où avec l'arrivée, pour un certain nombre déjà avant le Covid, il y avait des accords de télétravail. Et pendant et maintenant, si ça n'a pas déjà été fait, des accords ont été négociés ou sont en cours de négociation. Ce n'est pas simplement de définir un nombre de jours de télétravail, mais c'est bien, comme tu disais, Diane, une organisation et dans laquelle tous les départements, l'environnement de travail, les directions de l'environnement de travail est bien évidemment impliqué, mais évidemment également avec toute la partie RH, et tout ça supporté par la direction générale. Donc, c'est vraiment une réorganisation de l'ensemble de l'entreprise. L'immobilier qui a un levier dur, quand même, doit être aussi flexible maintenant. Non. En fait, l'immobilier incarne, il incarne une transformation, une tendance de fond qui est la flexibilité. Et l'entreprise devient flexible parce qu'on ne sait pas si elle va grossir, être à la baisse, à la hausse. Du coup, l'immobilier doit répondre à ça de plus en plus. Super. Donc là, on est vraiment plutôt sur des sujets qui sont d'environnement de travail, mais le sujet se pose, j'allais dire, aussi à un niveau plus global. Il faut aussi poser des chiffres sur et le marché. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'à Paris, alors Paris n'est pas la France, mais en tout cas, ce qu'on constate à Paris et qui se retrouve à des degrés quand même aussi certains dans les métropoles françaises, en fonction de leur grosseur, c'est qu'on a des espaces flexibles qui représentent que 2% du parc de bureaux. Donc, on n'est pas non plus sur des choses qui sont trop importantes. Maintenant, on est effectivement sur des statistiques d'espaces flexibles qui sont inférieures, par exemple, à ce qu'on peut avoir à Copenhague ou à Londres. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit dans les nouvelles offres flexibles qui sont dans les cartons, c'est que Paris a une très, très forte dynamique qui est comparable à celle qu'on peut voir à Londres. Et donc, c'est ça qui est intéressant, de vraiment voir que cette tendance, elle est patente et que cet immobilier flexible, il est quand même
voilà, on est sur une tendance qui émerge profondément. Non, cette tendance, en fait, c'est rattraper, Paris essaie de rattraper son retard, c'est ça, en fait. C'est comme ça que je peux le traduire ou pas? Quand je vois l'espace flexible disponible et par rapport à d'autres, on a une dynamique qui veut qu'on rattrape notre retard et que Paris souhaite aussi être à jour sur ce niveau-là. On n'est pas Pardon. Je ne sais pas si on est forcément sur un rattrapage de retard. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'on est sur une dynamique de marché qui est assez forte vers la flexibilité. Après, est-ce que c'est réellement lié au retard? Là, très sincèrement, pas forcément uniquement en tout cas. Je peux ajouter, faisant partie de ce marché de l'offre coworking et immobilier flexible, quand on regarde dans plutôt Paris intramuros, on approche les 10%, d'accord, notamment QCA et tous les quartiers très centraux, ce qui est un peu le même cas aussi à Lyon, à Bordeaux. Le reste des villes ne sont vraiment pas en reste de ce développement. Avec ce que le Covid a apporté au secteur, c'est aussi une volonté que ça se développe aussi dans des villes de taille moyenne, voire des petites villes. Parce que le Covid a mis en exergue ce fameux télétravail, mais surtout la notion de transport. Et si on peut, à la limite, aller télétravailler chez un opérateur de coworking ou dans un tiers-lieu, parce que chez soi, on télétravaille sur sa table de cuisine, on est mal installé, c'est quand même mieux, on n'est pas tout seul. Voilà, donc c'est vraiment un mouvement très large et très profond. Et après, sur les statistiques que Diane présente, la région parisienne est tellement grande, il y a tellement de bureaux que, évidemment, on ne représente que 2% encore. Le dénominateur est énorme. Oui, tout à fait. On est sur la... C'est pour ça que j'ai bien dit que Paris n'est pas la France, mais c'est quand même une tendance qui se retrouve pareil. Et de fait, Paris, il y a effectivement différentes couronnes, QCA, on est sur des statistiques globales, mais j'allais dire ce constat est le même pour Londres ou pour les autres capitales européennes. Donc, la comparaison reste valable au regard, en tout cas, des autres villes. Donc là, Diane, si je comprends bien, on prend en compte uniquement le QCA et non pas tout Paris intramuros dans les chiffres qui sont présentés là? Non, c'est l'ensemble de Paris. Oui, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est-à-dire que là, on est à 2% en région parisienne, mais il y a toute l'Île-de-France, donc c'est très, très grand. Or, si on ramenait au mètre carré de bureau dans le centre de Paris, on n'est pas loin de 10%, en fait. Oui, mais je pense qu'on compare à périmètre égal par rapport aux autres villes. Oui, mais je suis votre analyse. Ouais, c'est ça. En fait. On compare ce qui est comparable, mais on ne prend pas tout dans son intégrité. Voilà, exactement. En tout cas, ça confirme qu'il y a une sacrée dynamique. Et entre ça et la volonté de flexibilité immobilière, on a un boulevard pour nous, en tant que directeur, pour essayer de vendre nos idées et voir des bonnes solutions. OK. Merci. Et effectivement, ce sont des statistiques globales et comme tout chiffre, en fait, il faut aussi ça donne des tendances. Il faut effectivement prendre du recul, se dire voilà, ce chiffre-là, derrière, il a été structuré de cette manière-là. Par contre, ce qui est intéressant, et c'est aussi, je pense, peut-être l'objet du débat aujourd'hui, c'est de se dire c'est quoi la solution que chacun d'entre vous allez trouver. Et de fait, les leviers sont différents. En fait, c'est une sorte de quadrature du cercle entre la stratégie d'entreprise que tu mentionnais tout à l'heure, Bruno, le marché, voilà, avec des tendances qui sont ce qu'elles sont et qu'il faut prendre en compte. Et puis, d'un autre côté, on a le marché, l'entreprise et puis, j'allais dire, la croissance de l'entreprise en tant que telle. Et c'est à la croisée des chemins que la solution de flexibilité va pouvoir être trouvée. Donc là, on a identifié différents leviers qui peuvent se combiner, ils ne sont pas exclusifs l'un l'autre. Flexibilité d'aménagement, donc on est sur du flex office. Dans la flexibilité architecturale, on est plutôt sur une sécabilité de bâtiment, une évolutivité d'un bâtiment. Et si on s'éloigne après le plateau, en tout cas l'environnement de travail, le bâtiment, on a une flexibilité géographique au travers d'un maillage multipodaire. La flexibilité juridique à travers le flexibal ou la sous-location. Et puis, si on va au-delà, on peut même avoir une flexibilité financière. Donc, toutes ces typologies de leviers peuvent être combinées. Ce que je vous propose, c'est de faire des petits plans sur chacun d'entre eux qui peuvent il faut juste que je modifie la slide. Voilà.
Donc, sur la partie logique flex d'aménagement, donc les questions qui se posent et que nous, on voit qui se posent beaucoup chez nos clients, c'est voilà, il y a une montée structurelle de ce télétravail. On parlait tout à l'heure de ces changements de comportement durable. Comment, entre guillemets, j'en tire parti? Comment est-ce qu'il faut que je réduise ma surface? Et de combien? C'était un point que nous avions évoqué lors du dernier séminaire. Comment aussi j'impulse ces nouveaux modes de travail hybride, et puis nouveaux fonctionnements plus globalement. Mais tout ça avec une culture d'entreprise qu'il faut maintenir. Tout ça avec une marque de l'entreprise qui reste dans tous les cas à imposer et en tout cas à poser à travers un environnement de travail. Et aujourd'hui, avec un mètre carré qui ne devient plus vraiment synonyme d'attractivité parfois d'un collaborateur, et on raisonne de plus en plus en mètres cubes avec la qualité d'air, etc. Donc, qu'est-ce qui va faire que cette attractivité du collaborateur va être la bonne et que je vais pouvoir, moi, entreprise, attirer le talent qui va bien? Donc, ça, c'est les questions qui se posent. Et de fait, dès qu'on touche à l'environnement de travail, on l'évoquait tout à l'heure, il faut qu'en amont, on ait aussi, et d'autant plus quand on a une attitude très ambitieuse en termes de réduction des surfaces, c'est vraiment important d'avoir engagé une transformation des modes de travail et de leur mode de fonctionnement, parce que ce n'est pas simplement l'environnement de travail qui va modifier les choses, c'est vraiment toute une logique de transformation globale. Donc, là, on peut citer par exemple le cas d'un de nos clients, donc acteur du secteur de l'assurance. Son objectif et ce qu'il a souhaité et ce qu'il a obtenu, c'est une réduction de moitié de sa surface globale en s'appuyant sur à la fois la digitalisation et le passage en flex office avec une réduction du taux de partage, c'est-à-dire le nombre de postes versus le nombre d'effectifs pour aller vers un 0,7. Donc, grosso modo, avoir 7 postes pour 10 personnes. C'était quelque chose qui était relativement ambitieux. C'est un client qui avait plusieurs sites en France, en tout cas. Et donc, la logique a été de se dire, en fait, d'appliquer progressivement ce taux de partage réduit à l'ensemble des sites de l'entreprise en France, ce qui a permis de céder petit à petit les mètres carrés, du coup, d'optimiser les coûts au fur et à mesure, parce que en fait, passer en flex office, ça demandait aussi un petit peu d'argent, et ainsi aussi de réduire l'empreinte carbone, puisque dans une logique de ce que je ne consomme pas, c'est l'énergie qui est finalement la plus verte. Et tout ça a été possible avec vraiment la mise en place d'un pilotage fin de toutes ces opérations un petit peu phasées, et donc avec une réduction une réduction du taux de partage et une réduction des surfaces qui s'est fait dans un rythme relativement lent, relativement à pas cadencé, mais en tout cas qui s'est étagé dans le temps sur l'ensemble de la France. Et ça a nécessité bien évidemment un fort accompagnement des collaborateurs et aussi des IRP pour que toute cette logique de réduction soit acceptée, embarquée et que les collaborateurs se l'approprient. Merci. Est-ce que toi, Samy ou Bruno, vous avez une expérience à apporter sur ce sujet de flexibilité? Je veux bien intervenir là-dessus. Effectivement, ce que disait Diane, c'est dans l'aménagement, le fait de les faire évoluer. Alors, il y a effectivement été évoqué un taux de partage. Première chose, c'est que le taux de partage doit être vu par métier, par type de métier ou département. Ce ne sera pas le même au sein de l'entreprise. Il y a bien une réflexion à faire sur les différents besoins. Et cette adaptation des aménagements, finalement, va contribuer à l'amélioration de la performance des équipes qui auront un environnement plus adapté, qui leur permettra, et alors, je prends le cas effectivement de notre groupe, EGIC, qui est basé sur l'engineering, donc sur du temps humain, et ce qu'on va gagner en temps, on va gagner en performance. Également, d'ailleurs, dans le cadre, ce qui est aussi le cas d'un groupe en forte croissance, ça va aussi permettre, en fonction de l'adaptation, de s'adapter à l'évolution des effectifs, la présence, et puis surtout cette évolution par rapport à des modes, on va dire, un peu moins modernes, va énormément contribuer à l'attractivité des collaborateurs, qui peut être très important, et surtout quand on a effectivement des métiers qui peuvent être rares, d'avoir effectivement un environnement de travail qui donne envie aux collaborateurs, je pense surtout aux jeunes, mais pas que, qui effectivement va contribuer à pouvoir déjà de garder les talents et puis d'en attirer d'autres. Samy, vous voulez rajouter quelque chose? C'est vrai que le Flex Office, ça va créer un environnement de travail qui va être dynamique et donc ça va plaire à toutes les populations, notamment les jeunes. Et puis pour la mise en place également de ce type d'organisation, ça va vraiment nécessiter de consulter les IRP avec un rendu d'avis. Donc il y a tout un accompagnement
à faire et à effectuer dans l'entreprise pour pouvoir procéder à une conduite du changement ensuite qui est optimale. Moi, je partage et je terminerai juste, si tu me permettrais de préciser un ratio que j'ai retenu. Le 0,7, en effet, ça devient une nouvelle norme. Mais quand on travaille par territoire d'équipe et avec les IRP, comme tu citais Bruno et toi aussi Samy par rapport aux IRP, on s'aperçoit que la moyenne peut être de 0,7, mais certains territoires d'équipe montent jusqu'à 0,9 et d'autres descendent jusqu'à 0,6. C'est le cas que je connais moi. C'est vraiment adapté et ça passe plutôt bien auprès des métiers. Clairement, oui. Oui, et puis cette notion de à la fois adapter le taux de partage et parfois donner, notamment lorsqu'on est sur plusieurs sites, donner des marges de manœuvre, des choses qui sont imposées à tout le monde et quelques marges de manœuvre à certaines équipes parce que spécificité métier, etc. Contenu, bien évidemment, mais c'est sûr que ça fonctionne si on prend en compte tous ces éléments-là. J'aimerais ajouter également sur le flex que sur la partie exploitation des locaux, il y a besoin d'avoir les outils nécessaires ensuite pour pouvoir gérer ça au mieux. Il ne faut pas que les collaborateurs mettent 20 minutes pour trouver un emplacement dans une zone qui les intéresse. Et puis aussi dans l'usage, par exemple là, avec le cas du Covid, on a les désinfections des bureaux, des personnes qui sont positives plus ou cas contact. Il faut pouvoir avoir l'information de quelle personne était installée à quel endroit pour pouvoir procéder aux désinfections, par exemple. Donc, il y a besoin aussi derrière des outils nécessaires pour pouvoir proposer des services de qualité autour du flex. Complètement, oui. Donc, première logique, on est sur une logique d'aménagement flex office. Mais si on remonte un petit peu d'un cran et qu'on considère un bâtiment, on peut aussi se dire qu'au-delà du flex office, on peut aussi introduire, et c'est important dans ce cadre-là de l'introduire dès la conception, introduire et imaginer des solutions de sécabilité et d'évolutivité des bâtiments. Ce qu'on a, nous, lorsqu'on a des questions, voilà, on est dans un monde incertain. Je ne sais pas si demain, je vais faire un flex office ou pas, si je vais accueillir des filiales ou pas, est-ce que. Et donc, l'idée de pouvoir adapter à très court terme ou à moyen terme les surfaces, c'est une question qu'on nous pose souvent. Et puis, à contrario, souvent, quand les programmations ont été faites anté-Covid ou finalisées pendant la période Covid, pardon, parfois, on a des questions du genre, j'ai un programme qui me semble quand même bien surdimensionné par rapport à aujourd'hui les pratiques. Donc, comment je fais pour éviter ce syndrome de bureau vide? Comment j'introduis de la sécabilité ou de l'évolutivité dans mes bâtiments? Donc, nous, c'est vrai qu'on a récemment, notamment le cas d'un acteur du secteur bancaire, mais il n'est pas unique en son genre, eu toute une réflexion pour pouvoir lui donner cette capacité de vendre ou de louer une partie de l'immeuble à une filiale ou passer en flex office. Et la particularité, c'est que ça a été vraiment intégré dès la conception et que la sécabilité, elle se pensait à la fois de manière horizontale et verticale. C'est-à-dire qu'en fait, tout le bâtiment a été conçu depuis le départ, à la fois en termes de répartition des aménagements et de répartition des équipements, a été conçu pour pouvoir couper une aile, donc est-ouest, de pouvoir couper une aile, ou aussi de manière, avec l'architecte a imaginé une solution d'ascenseur qui s'ouvre ou qui ne s'ouvre pas selon les étages, pour pouvoir aussi couper verticalement l'immeuble à tout moment. La contrepartie, ça a été bien évidemment le concevoir dès le départ, et d'autre part de dupliquer certains équipements, notamment d'équipements d'entretien du bâtiment, pour qu'on puisse véritablement avoir deux immeubles complètement séparés, deux ailes complètement séparées depuis le départ. Voilà, donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte dans le modèle économique un peu global du bâtiment, mais qui, pour cet acteur-là, était très intéressant de pouvoir se dire, voilà, à tout moment, je peux faire entre moins 30 et plus 1%, et je peux jongler entre tout ça. Donc, c'est un sujet qui peut parfois être plus compliqué. C'est une solution qui parfois est plus complexe pour des acteurs qui sont dans des secteurs avec un haut niveau de sécurisation, parce que le fait de se dire que voilà, on va avoir toute une aile ou peut-être un bâtiment qui va être occupé par d'autres personnes, ça peut être plus compliqué dans les secteurs, par exemple, de la banque ou des industriels, où il y a un haut niveau, notamment de tout ce qui est R&D, ingénierie. Mais typiquement, cet acteur que nous avons accompagné du secteur bancaire, c'était quelque chose qu'il souhaitait intégrer en se disant que s'il y avait une filiale, ce serait une filiale du groupe, ou en tout cas une entité qui pourrait être intégrée dans le bâtiment global. Donc, ce qui est... voilà, on est vraiment sur une solution qui peut être utilisée par toute entreprise pour avoir cette
sécabilité. Donc, je ne sais pas si vous avez des... Je confirme qu'effectivement, si ça n'a pas été prévu au début du programme, rendre un bâtiment multi-occupant quand il a été conçu mono-occupant, pour peu en plus à l'intérieur il y ait un data center ou des locaux serveurs ou des zones confidentielles, ça peut rendre compliqué d'un point de vue déjà sécurisation, d'un point de vue alimentation, enfin sur plein d'aspects. Et c'est vrai que cette flexibilité, qui n'a pas été conçue au début, ça peut être très très compliqué. Mais conçu, ça peut être puissant, pardon. Bien sûr. Allez-y. Samy ou Diane? De mon point de vue, ouais, voilà, comme tu disais, Bruno, la sécabilité, elle doit vraiment avoir été prévue dès le début, dans la phase initiale du projet. Parce que, par exemple, si on prend les cas comme tu l'as dit, Diane, de la R&D, avec les fameuses zones à régime restrictif, tout derrière, il y a des contraintes métiers qui font que sur les accès, on ne peut pas forcément rendre l'immeuble, on ne peut pas le partager, quoi. On peut pas s'il y a une zone ZRR, quelle qu'elle soit, derrière, il faut qu'on ait la possibilité de fournir un service sur le long terme, parce qu'il faut avoir une vision sur le long terme sur ce type de zone. Et moi, je vais dans son sens et je rajouterais aussi que justement, quand tu parles de long terme, on pense également réversibilité. Je viens d'y penser maintenant. Sécabilité et réversibilité. Moi, j'ai une zone de production qui est protégée. À terme, soit on la laisse comme ça, mais on la transforme en bureau, soit il faut trouver une solution s'il y a lieu de se transformer. Donc, on est obligé un peu de prévoir en amont. Ouais. C'est la seule contrainte, mais c'est un bon sujet de flexibilité si c'est bien réfléchi en amont. Pas de design, comme on dit. En fait. Donc, aménagement, flexibilité des aménagements, flexibilité du bâtiment. Et en fait, si on reprend encore plus de recul et qu'on imagine un parc immobilier, donc c'est vrai que les questions qui peuvent se poser quand on a, et qui sont beaucoup posées au moment de la première période Covid, c'est mais où est-ce que je dois m'implanter? Puisque en fait, j'ai des collaborateurs qui sont allés s'implanter, je ne sais pas, en province ou que sais-je, voire à l'étranger parfois pour certains. Comment est-ce que je fais aussi, et on en parlait tout à l'heure des transports, vous l'évoquiez, oui, la réduction, comment je donne véritablement la promesse d'un transport réduit aux collaborateurs. C'est l'exemple d'un client qui souhaitait, qui habitait dans le sud de la France et qui souhaitait donner la promesse de la province à ses collaborateurs qui passaient des heures carrées dans des embouteillages. Et puis, aussi des questions qu'on voit arriver, c'est ok, j'avais tous mes collaborateurs qui étaient sur un même campus, mais est-ce bien raisonnable? Parce qu'en termes de crise sanitaire et de risque sanitaire, c'est compliqué. Donc, comment est-ce que je fais? Donc, on a tout un tas de questions de ce genre qui nous sont posées ou qui nous ont été posées. Et c'est vrai que celles qui ont répondu parmi nos clients, entreprises clientes qui ont répondu par une organisation multipolaire, ce sont souvent des organisations qui ont fait véritablement un très grand travail sur l'organisation pour pouvoir organiser la multipolarité de manière efficace et opérationnelle. Ce n'est pas soit avec une différenciation des sites, soit avec l'organisation de processus bien spécifiques et avec la mise en place, bien évidemment, d'une communication importante entre les différents pôles. Et les réponses qui sont apportées, que ce soit à la fois en termes de localisation à l'échelle d'une région ou de la France, ou que ce soit en termes de nature des sites satellites ou des différents pôles, que ce soit des antennes, que ce soit différents sièges, que ce soit peut-être des espaces de coworking. En fait, les réponses, elles sont vraiment différentes et on revient au triptyque que j'évoquais tout à l'heure entre la stratégie entreprise, le marché qui donne les opportunités et puis, j'allais dire, ces nouveaux modes de travail qui s'invitent. Et concrètement, si on peut donner, peut-être faire le zoom sur un exemple ou deux, là, l'exemple d'un acteur du secteur télécom qui est passé d'un campus de 88 m² à 3 sites, donc respectivement de 15 000, 12 000 mètres carrés et puis 12 hectares, parce que c'est un site un peu plus grand et qui intègre du foncier, et ce, en optimisant les espaces et en modifiant les modes de travail. Et ce qui a été vraiment
très important, c'est la réflexion amont sur l'organisation, ce que j'évoquais tout à l'heure. Cette réflexion sur le multipolaire, elle a été faite à l'échelle de la région Île-de-France. Pourquoi? Pour être proche des hubs de R&D, des clients, des opportunités de marché, et avec une organisation notamment de la R&D entre différents sites qui a été vraiment repensée, et j'allais dire en intégrant complètement les collaborateurs, parce que les populations d'ingénieurs et de chercheurs ne sont pas forcément les plus malléables de ce point de vue-là. On a aussi, et c'est une autre approche possible, c'est un autre acteur du secteur qui, lui, a fait le choix de mettre pareil à l'échelle d'une région, de mettre des différents sites à proximité des lieux d'habitation des collaborateurs pour justement réduire leur temps de transport. Donc, les positions, ils ont d'abord utilisé tous les optimas d'implantation en fonction du temps de transport des collaborateurs, et ils ont positionné 4 sites renouvelables. Oui, c'est là où je rejoins totalement la remarque de Stéphanie en amont sur la partie kilométrage, proximité. Et c'est là où on commence vraiment à voir l'impact du mix immobilier en mélangeant des baux classiques, du coworking, et le tout permet de vraiment répondre à ses clients internes et à répondre aux besoins de l'organisation. Je ne sais pas si Bruno ou Samy, vous souhaitez rajouter ou donner un exemple. Pour ma part, moi, j'ai envie de dire que ça se renforce encore plus parce qu'il y a des populations qui partent beaucoup en province, et ça donne son sens de trouver des solutions en province dans le sens cadre de vie, et dans le sens kilométrage aussi, vis-à-vis des solutions de coworking, de bail classique et autres, tout en tenant compte de cette multipolarité et qui permet à chacun de se mettre là où il souhaite. Télétravail, tiers-lieu, coworking, délégation régionale. Moi, ce que j'aimerais dire également, c'est que peut-être que les immeubles de bureaux et notamment les sièges sociaux qui sont basés à Paris notamment, en Île-de-France, ça va vraiment devenir des vitrines pour les entreprises, et donc on va avoir ça va permettre aux collaborateurs basés en région de venir occasionnellement pour des réunions d'équipe, pour pouvoir être sur des bureaux partagés et non pas forcément du flex, mais voilà, pouvoir créer un lien avec leurs équipes. Et également pour le cœur de métier, ça va être la vitrine, on va mettre en place des showrooms et ça va permettre de mettre en présentation les produits pour les clients de l'entreprise, par exemple. En ce qui me concerne, au sein du groupe EJ, c'est presque plus l'inverse. On est très éclaté en termes de sites, c'est environ 80 sites en France, et qui sont liés en fait aussi à des acquisitions de sociétés, et on se retrouve effectivement avec des sites proches et donc redondants, dont certains, il peut être intéressant de les regrouper. Et donc cette représentativité dans les différents territoires, en fait, on l'a déjà. Après, effectivement, il y a des axes, et j'aime bien ce qui a été évoqué dans le cas de locaux de représentation, de showroom d'ailleurs, on peut aussi concevoir des bureaux en ayant des bureaux de standing très bien localisés, donc effectivement souvent près des gares, et qui permettent d'être un lieu de rencontre avec des clients. Et après, effectivement, les bureaux pouvant être, eux, un petit peu plus loin ou organisés différemment. Non, tout à fait, ouais. Donc, Vas-y, je t'en prie. Donc, l'aménagement, le bâtiment, le multipolaire, et c'est vrai qu'on en vient assez naturellement, et tu l'évoquais, Julien, sur se dire, en fait, d'un point de vue juridique, pour articuler tout ce qu'on vient de se dire, derrière la flexibilité, ça va être le flexibal, la sous-location, et les questions qui vont se poser derrière, c'est pour l'investisseur, se dire comment je diversifie mes investissements. Voilà, je vais avoir un bail classique, différents baux, de différents... Voilà, donc la question se pose, nous, du côté investisseur. Pour côté utilisateur, c'est comment je fais pour avoir la flexibilité, l'allègement de mon bilan, la rentabilité du projet, comment je fais pour avoir l'ensemble de ces éléments-là. Et aussi et globalement, et en lien avec tout ce qu'on vient d'évoquer, notamment sur le flex office et sur toutes ces surfaces qui sont difficiles à quantifier à la hausse ou à la baisse, comment est-ce que j'absorbe les évolutions à la hausse ou à la baisse de mon entreprise. Donc toutes ces questions, elles se traduisent certes par des solutions immobilières, j'allais dire techniques, mais aussi, ou d'aménagement, mais aussi et surtout, et à un moment donné, ça se traduit dans un contrat. Donc on a, ça dépend du modèle économique qui est recherché ou de la stratégie d'entreprise. Il y a, et parfois les flexibail sont parfois
on va dire, plus compliquées dans certains secteurs immobiliers qui sont plus tendus. Donc à Paris, les investisseurs vont être, et quand je parle de Paris, c'est vraiment plutôt QCA en zone très tendue, les investisseurs vont être moins enclins à accepter que tel ou tel utilisateur ait beaucoup de sous-locataires ou à consentir un flexi-buy. Donc c'est plus compliqué potentiellement que dans d'autres zones, même si ça peut être, c'est tout à fait envisageable. Et c'est la solution de sous-location, elle est plus complexe dans des secteurs pareils comme ce qu'on évoquait sur la sécabilité du bâtiment. Hein. Si il y a sécabilité du bâtiment, ça veut dire que le bâtiment, on le partage avec tel ou tel autre acteur, et donc les sujets de sécurisation reviennent en première ligne. Donc concrètement, en fait, si je fais un petit zoom sur certains sujets ou certaines modalités, on va dire, de flexi-buy ou de sous-location qu'on a pu traiter ces derniers temps. Par exemple, on a eu un certain nombre de sujets sur lesquels il y avait la prise à bail d'un large bail en bail classique et puis une petite partie, en général 25 à 30% des surfaces, souvent c'est ce qu'on voit, qui est en sous-location. Et donc là, nous, notre travail est souvent de négocier au plus juste avec le bailleur qui, comme je l'évoquais, n'est pas forcément très enclin à accepter que son locataire ait des sous-locations. Et donc, du coup, nous, il y a une vraie négociation à avoir avec le bailleur. On a aussi, par exemple, dans un autre cas, et ça rejoint le sujet de coworking, on a parfois certains clients, et notamment l'un d'entre eux, qui a pris en bail un immeuble complet de 45 000 m² qui n'en avait pas besoin, enfin pas de l'ensemble, mais qui a sous-loué à un coworker l'ensemble avec certaines clauses d'exclusion de certaines activités, parce que c'était un secteur, notamment dans le secteur, un acteur de l'agroalimentaire, donc avec des sujets de R&D un peu, on va dire, un peu délicat, et donc le coworker a dans son contrat des clauses d'exclusion de certaines activités, donc il ne peut pas y avoir telle ou telle activité qui vienne dans l'espace, et l'opérateur de coworking est en charge de mettre à disposition des collaborateurs un panel de services. Donc ça permet aussi à travers de confier au coworking, ça permet à la fois d'alléger le bilan, de donner une capacité de fournir à une palette de services aux collaborateurs et de disposer d'une surface ajustable à la marge. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces éléments qui étaient recherchés. Alors, Diane, si tu es d'accord, en fait, j'espère qu'on a répondu à Arnaud Renard qui nous avait posé la question sur qu'est-ce qu'un flexi-buy, ou sinon est-ce que tu peux préciser de manière concise, et également on nous parle de prise de l'immobilier sur toute cette flexibilité, les prix ne semblant pas tant que ça que baisser. Et après, si vous êtes d'accord, on a un dernier point qui est plutôt lié sur une démarche financière qu'on va peut-être aborder de manière légère afin de pouvoir ensuite revenir sur les solutions qu'on connaît tous et qui sont moins financières. Donc la première question, c'est par rapport au flexi-buy. La deuxième question, c'est par rapport à la tendance du prix immobilier. Oui, pardon, sur la question de... Le flexi-buy, en fait. Oui, pardon. En fait, le flexi-buy... Pardon ? Qu'est-ce qu'on entend exactement par un flexi-buy ? En fait, le flexi-buy, on va être sur quelque chose qui va être par définition plus flexible. Donc, ça va être des choses qui ne vont pas être pas un bail à 9 ans, qui vont être sur des baux un peu plus, soit via le transfert à un opérateur de coworking, soit... En fait, c'est un terme un peu générique qui désigne différents sujets. Aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose qui est encadré juridiquement, donc on peut pas non plus, comment dirais-je, donner une définition précise. Maintenant, c'est toutes les modalités qui sont, on va dire, qui permettent de donner la flexibilité, soit parce que je loue à un opérateur, soit parce qu'il y a une partie, par exemple les 25% dont je parlais, qui sont consentis comme pouvant faire l'objet d'une sous-location, enfin voilà, ce genre de dispositif. D'accord, parfait. Et vis-à-vis des prix marché, quel effet sur les prix immobiliers de toute cette flexibilité? En fait, ça dépend encore des secteurs concrètement. Hein. L'effet sur les prix, je l'évoquais, si on est la flexibilité et la sécabilité d'un bâtiment, concrètement, ça va coûter cher parce qu'on va dupliquer certains équipements. Sur la partie, en fait, le fait d'avoir recours à la sous-location ou flexi-buy, ce que j'évoquais, c'est que oui, c'est compliqué dans certains secteurs parce qu'ils sont les secteurs tendus, en fait, oui, ils sont toujours tendus et c'est pas cette flexibilité-là qui va les réduire, en fait. Donc,
je ne sais pas si je réponds à la question, mais… Ouais, enfin, moi, je mettrais en perspective, effectivement, dans certains cas, ça ne va pas forcément faire baisser les prix. En revanche, s'engager sur une durée de 1, 2, 3 ans sur lequel l'entreprise peut avoir une vision, ça peut permettre justement d'éviter de s'engager sur 9 ans où finalement le coût in fine sera beaucoup plus important. Donc, à un instant T, le prix de l'immobilier sera peut-être plus cher, mais ça peut permettre aussi de ne pas s'étrangler sur l'avenir et de pouvoir justement, cette flexibilité, c'est ça, je prends une surface temporaire ou éventuellement j'en prends une que je peux libérer, et ce qui au final permet de suivre de manière plus juste l'évolution en besoin de surface pour l'entreprise. Après, si je peux peut-être apporter une précision, c'est que typiquement, et ce que j'évoquais, on a une négociation à faire, typiquement un bailleur qui loue à un utilisateur qui souhaite ensuite sous-louer, concrètement, c'est pas forcément quelque chose qu'il va regarder. Ça donne, un bailleur va changer quelque chose qui va être de plus long terme, donc du coup, ça a un impact parfois sur les prix qui sont demandés, et nous, notre travail, c'est de négocier, peut-être, voilà, on négocie au plus juste pour que cette surface complémentaire et qui est dès le départ prise à bail de manière complémentaire, qu'elle ne fasse pas l'objet d'un surcoût immobilier dans le bail, quoi. Mais j'ai un exemple aussi concret là, qui revient plutôt l'année dernière au sein de CGG, où on a rentré un sous-locataire qui a pris un plateau complet, mais c'était une jeune entreprise qui était en pleine croissance. Il n'avait pas besoin d'autant de surface, mais il a trouvé une autre petite entreprise qui, elle, cherchait une surface pour 3 ans. Et donc, globalement, ils sont rentrés avec une clause de sous-location de, je crois que c'était à peu près 30% des surfaces, avec ce sous-locataire qui, de toute façon, allait partir 3 ans après, mais qui a permis finalement le montage, et c'était du gagnant-gagnant entre nous, bailleurs, et l'entreprise qui est rentrée, qui s'assurait sur 9 ans, et qui permettait de réduire ses coûts sur les 3 premières années où il n'avait pas besoin d'autant de surface. C'est une négociation. Dans l'immobilier, tout est à faire de négociation. Ce que je vous propose, puisque c'est d'aborder le dernier sujet, qui est le sales and leaseback, qui est plutôt une méthode financière. Au niveau du timing, je pense qu'on aura vu tous les sujets. Je te laisse expliquer rapidement, si possible, de quoi on parle, et on pourra aborder notre deuxième partie. Ouais. Et c'est vrai qu'on a introduit cette solution qui est plutôt de l'ordre de la flexibilité financière. Les questions qui vont se poser, c'est comment je peux disposer de liquidité à un instant T. Et quelque part, si la flexibilité, c'est lié à avoir cette flexibilité, ces liquidités rapidement, plutôt à court terme. Comment maintenir la valorisation immobilière de mon actif. Et puis, en fait, avec des sujets que nous, on a, c'est ce bail de 9 ans, est-ce que c'est toujours quelque chose qui est synonyme de rigidité, et ainsi de suite. Donc, si je vais peut-être, pourquoi ça peut être une solution de flexibilité, le sale and leaseback, c'est que typiquement, si je présente l'exemple qui est d'un acteur d'une entreprise du secteur de l'informatique, donc on a accompagné récemment. Le point de départ, c'était une entreprise qui était propriétaire de 10 000 m² en province, avec 3 blocs. Et cette propriété de 10 000 m² avait 3 blocs égaux, donc chacun de 3 300 m² grosso modo. Mais il y avait un besoin opérationnel uniquement d'avoir 2 blocs. Le troisième, il n'y en avait pas de besoin, il n'y avait pas les effectifs dedans, il n'était pas occupé. Donc la problématique, c'est de se dire qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vends tout de suite ? Est-ce que je vends demain ? Est-ce que je loue ? Est-ce que je sous-loue ? Est-ce que… Et en fait, après analyse, et vraiment dans un objectif de maximiser la trésorerie et de pouvoir réinvestir ensuite, la solution qui a été trouvée comme étant la plus efficace et la plus opérationnelle, elle est finalement parfois, elle est en l'occurrence assez contre-intuitive, puisque ce qui était la solution qui était retenue, c'est de vendre, puis de prendre à bail pour 9 ans l'ensemble des blocs, en ce compris le troisième bloc qui n'était pas occupé et dont l'entreprise n'avait pas besoin tout de suite, parce que ça permettait à la fois d'optimiser le prix de cession, même après déduction des loyers, versé pendant les 3 ans sur ce troisième bloc qui ne serait pas occupé et donc qui serait vide. Et ça permet aussi d'avoir une réserve de 30% de ces surfaces, puisque ce troisième bloc non occupé, ça permettait d'avoir une flexibilité à la hausse et potentiellement de pouvoir sous-louer entre-temps ce troisième bloc. Donc on est sur quelque chose où finalement ce bail de 9 ans, on a une vente puis un prix à bail pour 9 ans qui permet de donner cette flexibilité financière à court terme pour avoir des liquidités à court terme. Et ça permettait, je disais tout à l'heure, le triptyque stratégie d'entreprise, marché, et puis les besoins opérationnels les besoins opérationnels à court terme
sont nécessaires. On a du coup la survalorisation des baux longs au détriment d'une valeur économique d'une valeur économique standard. C'est quelque chose qui permet d'expliquer pourquoi est-ce que en fait la vente puis la prise à bail pour 9 ans était importante, parce que le bailleur concrètement, celui qui allait racheter, c'était pour lui plus important, il valorisait beaucoup plus le fait d'avoir une cible et en tout cas un utilisateur pour 9 ans qui allait être stable. Et donc du coup, il était capable de mettre l'argent un montant plus élevé. Et par ailleurs, on avait localement, parce que le marché local, et on était en province, le marché locatif étant faible, il y avait l'écart de valorisation entre l'immeuble partiellement vide et l'immeuble occupé était finalement supérieur. Et donc, ça permettait supérieur au coût de location d'une surface vide sur la durée d'un bail long. Je ne sais pas si c'est non, c'est pas. Merci Diane, parce que c'est un système financier immobilier qui est assez complexe. Tu l'as bien synthétisé et expliqué. Merci. Alors, je vais me permettre, parce que normalement, on a répondu à toutes les questions du chat. Il reste du temps. Je propose, maintenant qu'on a vu toutes les solutions de flexibilité possibles, de revenir dessus à la fin si vous le souhaitez. Et sinon, de donner la parole à Stéphanie sur notamment une solution qui existe avec une typologie plutôt orientée pour voir un petit peu la typologie des clients qui font appel à telle ou telle, à cette solution, justement. Stéphanie. Oui, donc moi, je représente le coworking et les solutions de bureaux dites flexibles. Donc, je refais une petite parenthèse par rapport à ce qu'a dit Diane sur le FlexiBuy. En fait, nous ne sommes pas du tout des baux ou assimilables à des baux. Nos contrats sont des contrats de prestation de services, tout simplement d'un point de vue juridique. Et du coup, notre produit par nature est très souple, mais le fait que ce soit un contrat de prestation de service le rend encore plus souple. Et il est 100% flexible, que ce soit dans le temps. Vous pouvez prendre pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, ce que vous voulez. Et vous pouvez prendre aussi ce que vous voulez dans l'espace. C'est-à-dire que vous pouvez rendre un bureau ou rendre des bureaux parce que votre entreprise va mal, ou au contraire, vous êtes en pleine croissance et vous recrutez, vous nous en prenez. Hein. Donc, le mot de FlexiBuy ne s'applique pas du tout, en tous les cas, aux opérateurs de coworking. C'est du service, en fait. On est plutôt proche de l'hôtellerie, en fait, en termes de statut. Oui, juridiquement, le droit est différent, en fait. Juridiquement, c'est le droit de la consommation. Oui. Oui. Le code de consommation. Des contrats, enfin, on est. Comme un contrat. C'est de la prestation de service et c'est pas un bail, c'est un contrat. Tout à fait. Mais ça fait partie des solutions immobilières, en effet. Oui. Merci pour cette précision. Alors, je trouvais ça intéressant de partager avec vous les grands profils de nos clients qui, en fait, peuvent vous donner des idées sur justement à quel moment le coworking et le flexible s'appliquent particulièrement bien. Et évidemment, on a des profils et des usages de nos espaces très différents, mais on peut quand même ressortir 4 grands profils d'utilisateurs. Donc, le premier, c'est plutôt une grande entreprise ou une belle PME qui a une certaine taille ou une entreprise étrangère qui, en fait, a tout simplement besoin d'ouvrir un bureau de représentation, une antenne commerciale, une agence qui a elle-même, en fait, un endroit, son siège, ses propres bureaux, mais en fait, elle est en pleine expansion territoriale, elle arrive et ce sont souvent des entreprises qui arrivent dans une région, donc qui ont un assez fort besoin de découverte et d'accompagnement. Et ce qu'ils recherchent en premier lieu, c'est une très belle adresse pour pouvoir tout de suite avoir une vitrine et se placer là où, dans le quartier d'affaires, en fait, où les choses se placent. Généralement, ils démarrent avec 1 ou 2 bureaux, mais ils sont très consommateurs de nos salles de réunion pour faire leur rendez-vous. Ils peuvent recruter très vite parce que leur antenne, leur implantation, par exemple, une boîte parisienne qui décide de s'implanter à Nantes, tout d'un coup, ça marche très fort, donc elle va nous prendre des bureaux en supplémentaire. Et l'avantage, évidemment, c'est que dans nos solutions, tout est prêt en 24 heures.
tout est meublé, tout est clé en main, on met le mobilier que vous voulez, donc c'est super souple. Et surtout, ce qui est une spécificité de Multibureau, mais de certains autres opérateurs de coworking, nous avons une équipe sur place et elle apporte plein d'accompagnements, de conseils, puisque par définition, vous ne connaissez pas bien encore ce nouveau territoire sur lequel vous êtes venu. Donc ça, c'est le premier profil. Alors, sur le premier profil, justement, à titre d'exemple, ça peut être cumulable. C'est là où je veux en venir. Excuse-moi, je me permets. Mais toutes les solutions là-dessus sont cumulables. C'est ça qu'il faut comprendre dans l'esprit du mix immobilier qu'on aborde. C'est-à-dire qu'en effet, on va sur un espace de coworking ou une sous-location ou autre solution. Là, on est sur cet espace-là. Mais on peut faire des aménagements spécifiques. On peut mettre des équipes en bureau fermé ou des open space ou autres. Donc, ce qu'il faut qu'on retenir également, c'est que différentes solutions, différentes typologies, mais tout peut se croiser. Je te laisse parler. Excuse-moi, Stéphanie. Non, tout à fait. Le deuxième projet qui est très classique, alors j'ai mis ingénieur, conseil, bâtiment, c'est l'équipe projet. Hein. Donc l'équipe projet, ce sont des personnes qui développent un projet ensemble et souvent ils viennent chez nous parce qu'ils vont choisir une localisation très pratique, hein, qui est proche, par exemple, de leurs clients, d'une usine, dans un quartier où ils ont besoin de se rapprocher. Et surtout, ils viennent chez nous pour se retrouver et pour avoir du calme, en fait, hein, et avancer leur projet ensemble. Alors souvent, ils travaillent en digital, bien évidemment, mais de temps en temps, c'est très, très important de se retrouver physiquement. Ils sont très attentifs à la qualité de la connexion, à la qualité de l'installation informatique et digitale qu'ils vont pouvoir mettre chez nous. Ils apprécient évidemment que le contrat soit très souple parce qu'un projet peut avoir du retard et finalement, c'est un projet sur 6 mois, ils vont rester 8 mois, 9 mois. Comme à contrario, quelquefois, on a des projets qui étaient prévus et puis qui finalement, leur avancement fait qu'il va s'arrêter plus tôt. Hein, donc, à nouveau, ils apprécient le fait que tout est clé en main. L'équipe sur place aussi qui veille à leur confort. Et surtout, en fait, ce qui est très important dans ce profil de client, c'est que l'acheteur, c'est souvent d'ailleurs un directeur immobilier ou un responsable des services généraux. Donc lui, il n'est pas sur place et il peut être quelquefois un petit peu inquiet, en fait, en se disant, je vais envoyer 15 personnes en projet à Lille, mais moi, je suis service généraux, je suis basée à Paris. Donc l'acheteur est souvent inquiet et il a besoin d'être assuré. Et c'est le cas en travaillant avec certains opérateurs où il a un seul interlocuteur et on va pouvoir lui dégoter la meilleure solution pour son équipe. Justement, sur cette partie-là, je me permets de réagir parce qu'en fait, sur la partie projet, ça me fait penser pas à mon entreprise, mais à une autre entreprise que je connais, qui est voisine, qui fait de la technologie, qui a utilisé cette technologie, cette solution immobilière pour mettre des équipes projet sur un projet dédié. Et en fait, ce qu'il me disait, on échange là-dessus, c'est qu'en fait, c'est top parce qu'ils sont hors process. Le fait d'être physiquement ailleurs, ils sont hors process, donc on gagne du temps. Enfin, c'est toute la logique du projet, comment s'appelle l'informatique, avec leur stand-up et autres solutions bien anglaises. Mais ils me mettaient en garde sur un point, et c'est là-dessus où tu soulignais, c'est sur cette partie acculturation, où en fait, ils sont loin, donc ils obtiennent des résultats. C'est beaucoup plus rapide, mais il faut faire attention de ne pas oublier où ils sont, puisque en effet, ils sont justement un petit peu à part, dans une autre ambiance. Donc là-dessus, dans ce cadre-là, je me dis que c'est une bonne solution pour ce sujet-là. Juste comme tu disais, le manager RH doit bien surveiller cette partie-là. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai retenu de notre échange. Oui, mais de toute façon, les équipes projet, en moyenne, elles restent plutôt entre 6 et 12 mois. C'est toujours temporaire, spécifiquement, parce qu'ils ont besoin de ce cadre pour se retrouver. Alors, le troisième profil, c'est évidemment pas le profil des grandes entreprises, c'est le profil des startups ou de la PME en pleine croissance, où finalement, il y a un dirigeant entrepreneur qui a monté sa boîte et lui, il est complètement débordé. Il faut qu'il puisse se consacrer à 300% au développement du business. Il ne va pas embaucher un directeur immobilier ou un responsable des services généraux. Il a pas le temps, il n'a pas quelques-uns n'ont pas encore les moyens, donc ils ont vraiment besoin des opérateurs de coworking pour assurer leur immobilier et surtout
les baux classiques ou les engagements un peu trop longs, ça leur convient pas parce qu'ils sont en plein boom et donc ils savent pas où ils vont être dans 3 ans. En fait. Donc, ils ont absolument besoin d'un immobilier flexible. Donc, ça, c'est une très, très grosse part de nos clients. Ils prennent du coworking, ils nous demandent des grands open space, ça bouge beaucoup. Et à nouveau, ils sont là pour cette flexibilité et puis aussi pour un certain nombre de services parce que nous, par exemple, chez Multibureau, on a l'habitude aussi, on a beaucoup de services qui tournent autour d'une assistance administrative. On peut prendre vos appels, on gère votre courrier, on peut faire votre recouvrement, on peut répondre avec un message spécifique parce qu'on fait l'après-vente de votre produit. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire à l'entrepreneur, venez chez nous, on s'occupe de tout ce qui concerne le bureau et vous vous occupez que de votre business. Voilà. Et le dernier point, le dernier profil, c'est évidemment, alors, à l'ARCEG, on en est loin, mais c'est quand même le freelance, l'indépendant, la toute petite entreprise, où là, en fait, ils ne peuvent pas prendre un bail parce qu'ils ont besoin de très peu de mètres carrés. Ils sont très mobiles et ils ont un autre profil qui est intéressant. Ce que j'ai mis en haut, c'est que souvent, c'est des jeunes entreprises et c'est des personnes un peu seules. Et en fait, s'ils viennent chez un opérateur de coworking, c'est beaucoup pour faire du networking. Le matin, prendre un café avec quelqu'un d'autre qui est dans l'espace, échanger sur le business. Et ils sont très sensibles, en fait, à toute l'animation de communauté que nous, on peut faire, parce qu'ils viennent chez nous, parce qu'autrement, ils seraient en home office, tout simplement. Et ils sont mieux chez nous que chez eux. Après, sur cette partie, je me permets juste de t'interrompre parce qu'en fait, je rassure tout le monde, l'ARCEG, il y a à la fois des grandes, des PME et aussi des petits. Bon, il n'y a pas des freelances, mais il y a des TPE quand même. Là, je pense que Pierre-Luc pourrait répondre. Et pour le coup, l'ARCEG, je me permets quand même de le préciser parce que c'est quand même important. On a tous ce panel aussi et c'est pour ça que justement, il y a le sujet qui est abordé sur cette partie freelance. Sur la partie là-dessus, je reviens sur ta slide précédente. Certes, tu parlais de start-up ou autre. Certaines entreprises utilisent aussi pour gérer les activités, notamment en période de rush, des périodes dans le moment. Donc, ça peut être une solution. Après, quand on prend du recul, c'est en effet, comme tu disais, temporaire. Les opérateurs de coworking amènent une signature qu'il faut rechercher, mais il faut aussi en tenir compte par rapport à notre culture. Et ça, vous savez vous adapter, tout comme par rapport aussi au mélange des genres. Ça veut dire qu'en fait, moi, dans mon parc immobilier, j'ai à la fois du coworking, à la fois des baux classiques, à la fois je fais de la sous-location. C'est une question d'opportunité, c'est aussi ça l'immobilier. Alors, je ne sais pas si Bruno ou Samy, vous voulez rajouter quelque chose sur cette partie mixte. Ouais, sur cette partie, alors coworking, moi je le vois aussi comme solution en particulier pour des entreprises en croissance qui veulent réaménager, c'est ce dont on parlait au début, d'aménagement et de changement d'aménagement, ou un immeuble qui est plein pour faire des travaux, et on le sait tous, faire des travaux en milieu occupé, c'est très compliqué. Une des solutions est de sortir un plateau, enfin l'équivalent d'un plateau, dans un espace coworking clé en main, on n'a rien à préparer, il n'y a pas de coût d'aménagement, et après, ça permet plateau par plateau de réaménager l'immeuble sans avoir de rupture d'activité, bon, à part le déménagement, mais qui peut être fait en minimisant l'impact. Donc ça, c'est vraiment une solution. Après, la question qu'on peut se poser aussi dans certains cas, parce qu'effectivement, tous ces espaces de coworking, pour beaucoup, sont, on va dire, assez modernes, assez bien conçus, avec de la couleur, avec du mobilier sympa. C'est le risque que, effectivement, quand les collaborateurs reviennent, on a déjà ce problème de ceux qui ont connu le télétravail, on peut avoir du mal à les faire revenir au bureau. Alors, si en plus on les a placés dans des bureaux sympas, enfin, ou plus sympas en tout cas que les propres locaux de l'entreprise, ça va dire comment je vais les faire revenir. Mais non, mais maintenant, si on revient sur la flexibilité, c'est sûr que c'est des solutions qui n'existaient pas, enfin, ou en tout cas clairement pas aussi présentes qu'aujourd'hui, et qui apportent cette flexibilité et qui résout beaucoup de problèmes. Et dans le cas des PME en croissance ou start-up, généralement, elles restent entre 2 ans chez nous, 3 ans maximum. Et après, elles partent dans du classique parce qu'elles sont lancées, elles ont recruté, ça marche et elles ont énormément envie d'avoir leurs locaux où elles vont pouvoir exprimer leur entreprise. Voilà, donc on est souvent, on peut employer le mot de tremplin, en fait. On est une sorte de tremplin pour après de l'immobilier plus classique.
Et enfin, on a donc ça, c'est nos 4 grands profils. À nouveau, il y a plein de raisons de venir chez un opérateur de solutions flexibles. Et puis, on a du fait, en fait, de l'expansion du télétravail et que le télétravail est devenu quelque chose de très commun et de répandu. On a des nouveaux, de façon un peu matricielle, on a enfin transversale, on a une nouvelle tendance, c'est que tous nos clients, donc qu'ils soient équipe projet, petits freelance, start-up en plein boom, eh ben, ils font du travail hybride chez nous aussi. Donc, les comportements changent beaucoup. Donc, ça, c'est effectivement, on sent que on a une envie de travailler où l'on veut, comme on le souhaite et quand on en a besoin. Hein. Donc, en fait, ça a exacerbé la flexibilité que nous, on propose Multibureau depuis 35 ans. Hein. C'est un vieux métier que l'immobilier temporaire, mais avec cet avènement du télétravail, ça s'est encore plus renforcé. Et donc, on a en ce moment, on s'est rendu compte qu'on avait des nouvelles demandes. Donc, on a la demande dont je parlais tout à l'heure, qui est une personne qui est mal installée chez elle et qui va aller demander en fait à sa RH ou son manager d'avoir un abonnement de coworking, mais cette fois tout proche de chez lui pour pouvoir aller travailler et éviter les transports. On a aussi une équipe qui est 100% remote, en 100% télétravail, et qui se dit, quand même, il faut qu'on se retrouve physiquement de temps en temps. Et ces gens-là, en fait, vont nous réserver une journée par semaine. Vous voyez, ils ne nous prennent pas des bureaux, ils vont nous réserver une salle de réunion et ils vont la prendre, non pas pour se réunir comme au sens classique du terme, quand on faisait des réunions, mais juste pour bosser ensemble et être physiquement ensemble une journée dans la semaine. Donc ça, c'est un nouveau comportement. Et puis, on a le comportement dont Diane a parlé tout à l'heure et chacun l'a un petit peu évoqué, qui est quand même de faire des économies de mètres carrés. Et nous, ça, on le ressent parce que nos PME qui se disent « Tiens, je vais m'installer, je vais prendre un plateau dans un opérateur de coworking pendant 2 ans parce que ma boîte est en pleine croissance », en fait, d'eux-mêmes, aujourd'hui, les signatures qu'on fait, on va signer une équipe de 40 postes, par exemple, mais ils vont nous prendre physiquement que 20 places. Et ils organisent eux-mêmes la rotation des équipes, d'accord? Donc, ça leur coûte moins cher, hein, ils font des économies. Et très souvent, ils nous bloquent des salles de réunion pour que si jamais, où ils nous demandent de faire 20 postes, ou 30 postes, hein, et puis ils vont nous demander de dédier un open space en salle de réunion privative, parce que évidemment, ils craignent quand même que leur rotation, elle soit pas excellente et que de temps en temps, au lieu d'être 20, ils sont 25. Et il faut bien quand même pouvoir gérer cet excédent. Et donc, on a créé plein de nouvelles formules qui se mélangent complètement avec du télétravail. Et ça, c'est très nouveau pour nous. C'est le flex jusqu'au bout, on va dire. C'est le flex jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il y a une espèce oui, c'est exacerbé, mais tant mieux parce que c'est aussi, je pense que le télétravail a des vertus quand même RH, si je puis me permettre, de sentiments, un petit peu d'autonomie, de liberté. C'est aussi une nouvelle façon de manager pour les managers. Donc, ça peut être une bulle de respiration, comme ça peut tourner au cauchemar quand on est mal connecté, mal installé et qu'on se sent quelquefois très seul dans son projet parce que la connexion digitale est très dure. Tout à fait. Merci Stéphanie. Voilà. Je voulais savoir si vous avez des questions. Au chat, je ne vois pas de questions. Moi, ce que je retiens de cet échange, je retiens déjà à la fois tous les panels de solutions qui ont été très bien expliqués et très bien documentés pour comprendre toute cette partie un peu technique, souvent, et aussi cette typologie de clients qui utilisent ces solutions immobilières. Je vais me permettre juste de dire que moi, j'en conclurai qu'il y a une approche géographique. Les différents leviers sont disponibles
pour votre parc immobilier. Vous pouvez mélanger le tout. Sur la partie évolution, comme on disait, je suis en décroissance, je suis en reprise ou en croissance. Sur les enjeux de votre DG, puisqu'on parle de coût au mètre carré, il ne faut pas se leurrer, on est tous là-dessus sur la ligne en bas à droite de la feuille du compte de résultat. Et aussi le métier. Le métier, puisque c'est quand même le métier qui rend le chiffre d'affaires. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et ces différents leviers, que ce soit espace de coworking qu'on vient de parler, que ce soit du bail classique tout simplement, parce que c'est une vitrine aussi qui fait une appartenance, une acculturation, permet également de fédérer les équipes et de répondre à nos enjeux à nous. J'aimerais aussi préciser, à mon sens, et après vous pourrez compléter Bruno et Samy, que ce gain grâce à la flexibilité immobilière permet également de réinvestir cela en QVT, comme on dit, ou bien en service, et ce, quelle que soit la solution immobilière retenue. Donc, c'est également ça, ce sera peut-être un sujet à venir. Je ne vois pas de questions au chat. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Bruno, Samy? Oui, moi, Julien, peut-être pour compléter, je suis, enfin, en tout cas, elle est dans le même sens. Hein, cette flexibilité, oui, pour certains, c'est synonyme de réduction donc de coûts immobiliers, ce qui est important, même si le ratio n'est pas forcément très important. En revanche, alors, il y a des gros coûts quand même de cette flexibilité. Il y a un certain nombre de coûts, mais avec derrière, qui est pour moi un vrai investissement pour l'entreprise, comme on l'a évoqué, sur l'adaptation des aménagements qui font que les collaborateurs sont plus efficaces dans leur travail. Ils le sont aussi, comme ce que dit Julien, parce que la QVT, parce que c'est des bureaux en termes d'aménagement, en termes de localisation qui sont plus adaptés à leur vie, donc pour lesquels ils peuvent effectivement l'harmonie entre la vie perso et la vie professionnelle est peut-être mieux adaptée. Donc au final, c'est vraiment du gagnant-gagnant, mais c'est un vrai projet d'entreprise. Ça me concerne, alors nous, effectivement, la DET, on est pleinement dedans, mais on ne doit pas voir ça seul. Ça ne peut se faire que si, au niveau DSI, si l'informatique suit aussi, si l'organisation, enfin la partie RH, la partie, effectivement, on parlait de tout le volet social, hein, condition que ce soit accompagné, expliqué, si tout le monde adhère au projet, et finalement, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Non, je partage. Samy, si tu souhaites rajouter quelque chose. Donc également, ça va être tout ça, ça va être des leviers et des solutions qui vont permettre d'améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs, mais également œuvrer vers la mise en place d'un travail hybride. Et également, dans un premier temps, avant de mettre tout ce type de solutions en place, il faut vraiment que l'entreprise soit vraiment mature dans sa manière de travailler et que, par exemple, après un rassemblement, on passe d'abord par un bail classique, soit un bail classique, soit une sous-location, et puis ensuite qu'on peut se diriger vers d'autres solutions qui vont permettre de diversifier la palette de solutions proposées. Tout à fait. Moi, je pense que ça participe vraiment à la marque employeur, que c'est un levier d'immobilier. Je vais me permettre de conclure une nouvelle fois, déjà parce que notre heure est passée, légèrement, mais signe que c'est intéressant, avec un bon nombre de participants toujours en cours, donc ça fait plaisir. Je voulais vous dire également que c'était la dernière séance, comme dirait la chanson, la dernière séance sur la partie mix immobilier. Un nouveau thème va apparaître, un nouveau thème que nous verrons prochainement et sur lequel on travaille, qu'on va vous proposer. Et c'est pour ça qu'on se reverra le 15 novembre 2022 à 17h30 avec un sujet pas encore arrêté, mais toujours d'actualité, toujours sur un nouveau cycle, pourquoi pas. Je voulais remercier Diane, Stéphanie, Sun également, qui n'a pas pu être présent, Bruno et Samy, parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire et ils ont bien participé. Et pour le coup, on est content parce qu'on espère en tout cas vous avoir donné ce petit livret synthétique de toutes les solutions immobilières qui existent et de la typologie qui peut vous intéresser. Voilà. Je voulais également remercier Clémentine Agoun et puis Chloé, qui sont en charge de la com à l'ARSEG et qui nous permettent justement, qui vous permettent de nous voir, ce qui est déjà exceptionnel, mais plus sérieusement, d'avoir une qualité d'image et de son qui fait que, j'espère en tout cas pour vous que ça a été très agréable. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai envie de dire LinkedIn comme tout le monde, mais surtout l'ARSEG, surtout les personnes que vous avez en face de vous à l'écran, et puis Pierre-Luc, qui est l'interlocuteur privilégié pour l'ARSEG. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis au 15 novembre. Merci à vous. Au revoir. Bonsoir, au revoir tout le monde. Au revoir.